Ouais, bonsoir à tous. Voilà un beau livre que je voulais vous présenter. L'esclavage à Mayotte et dans sa région, du déni mémoriel à la réalité historique. Alors, je vous le présente parce que c'est un bel objet. Je vous le présente pas forcément parce que je voudrais aller dans le sens d'une démarche de réparation des pays occidentaux à l'égard des peuples historiquement opprimés par l'impérialisme occidental. Mais avant tout, parce que c'est un beau livre qui a été édité donc, par le Conseil général de Mayotte, Conseil départemental, pardon, l'année dernière. Voilà. Je ne sais pas s'il est encore disponible. C'est aux archives départementales qu'on peut l'avoir. Voilà, donc c'est ce qui est remarquable, c'est qu'il a été fait appel à un auteur, un peintre, pour réaliser les illustrations. C'est-à-dire que c'est que des illustrations originales, des tableaux. Voilà, donc là pour la page de garde de Makwa, deux Africains déportés donc à Mayotte. Voilà. Et alors le livre est parsemé d'œuvres de cet artiste. Donc je cherche son nom, voilà, Ghost. Donc félicitations Ghost, très très belles œuvres. Voilà, donc là petit lexique pour commencer. Ouri, personne à qui on a rendu sa liberté, Makwa, Makondé, groupe ethnique originaire d'Afrique, Mushenzi, non civilisé, sauvage. Voilà. Alors il y a quelques photos, quelques gravures aussi, mais c'est essentiellement les belles peintures. Donc voilà, bon, on peut toujours critiquer les élus, bon, mais là je trouve que c'est un bel objet. Puisque c'est vrai que Mayotte n'est pas spécialement assimilée à l'esclavage, on pense plutôt à la Réunion ou alors bien sûr aux Antilles, l'esclavage, la traite atlantique, transatlantique. On pense moins à la traite de l'océan Indien, alors qu'évidemment il y en a eu et qu'elle est liée notamment aussi à la civilisation arabe et musulmane, puisque il y a eu beaucoup d'esclaves qui ont alimenté les marchés d'Afrique de l'Est et de la péninsule arabique depuis des milliers d'années. Donc voilà, alors on a les thèmes, les traites négrières dans l'océan Indien. Voilà, ça c'est le monument réalisé donc à côté du Conseil général, inauguré donc en 2009. Voilà. Donc, alors il se trouve où celui-là? Ça. Sculpture, voilà, stèle pour la commémoration de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, excusez-moi, bien sûr. Voilà, érigé dans le jardin de l'hôtel du département. Voilà. Bon, voilà. Il y a donc des universitaires et des chercheurs qui ont produit des textes avec des informations historiques sur l'esclavage à Mayotte. Bon, il faut savoir que quand l'esclavage a été aboli en 1800, je ne vais pas me tromper, 1847 ou 46 à Mayotte, je crois que je me trompe, mais bon, à 1 an ou 2 ans près, c'est à peu près ça. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait beaucoup d'esclaves qui avaient peur de l'abolition, qui voulaient partir avec leur maître, quitter Mayotte, parce qu'ils avaient encore plus peur d'être engagés comme travailleurs engagés dans les plantations de sucre des Occidentaux, des Français, que d'être esclaves. Donc, la productivité peut-être n'était pas si élevée, l'exploitation était peut-être pas si élevée que ça dans l'esclavage à Mayotte, au moins pour certaines catégories d'esclaves. Je ne vais pas dire que c'était une condition enviable, loin de moi cette idée, mais peut-être que par rapport à ce qui a été fait après au niveau colonisation de Mayotte et surtout production sucrière, c'était un peu moins industriel et un peu moins violent au niveau des conditions de travail. Voilà.
Alors, citation de Nassur Toumani, hein, le Victor Hugo mahorais, on pourrait dire. Malgré la peau noire, les cheveux crépus et le nez épaté et aplati, il est tout à fait impensable au Mahorais de souche d'admettre qu'il est descendant d'un esclave. Ah là, désolé, c'est l'avion, hein, j'habite à côté de l'aéroport de La Réunion, donc un avion qui décolle, voilà. Il va rentrer au bercail celui-là, en métropole. Alors donc, malgré la peau noire, les cheveux crépus et le nez épaté et aplati, il est tout à fait impensable au Mahorais de souche d'admettre qu'il est descendant d'un esclave, Mshenzi, car Shikwai ya Mtsua Mtru Uketi. Désolé pour l'accent, hein. Je suis mahorophone débutant, grand débutant. Un homme dont le pagne tombe doit s'asseoir. Voilà, ce proverbe bien de chez nous invite donc l'homme sage à savoir se taire. Voilà, alors là, les traites négrières dans l'océan Indien, par un chercheur des archives donc. Voilà le tableau. Les pirates malgaches sèment la terreur et la désolation dans un village de Mayotte. Voilà, donc c'est vrai que en fait, avant la colonisation pure et dure des Occidentaux, des Français, les Comores et notamment Mayotte ont été soumises quand même à des grosses difficultés au point qu'il n'y avait plus que quelques milliers d'habitants en 1841 quand Mayotte a été vendue pour quelques milliers de piastres, de pièces d'or à la France par le roi malgache. Donc il y avait peut-être quelques milliers d'habitants tout au plus. C'est-à-dire que Mayotte vivait déjà des périodes sombres. Et alors on ne sait pas si avant, des siècles avant à Mayotte, il y avait beaucoup plus d'habitants, mais ça a toujours été des endroits assez agités. Il y avait beaucoup de pirates. Voilà, alors là quand même on a une petite carte pour situer le contexte. Voilà. Donc là on voit la route, hein, les sacs à lave, voilà le dernier roi local, on va dire régional, avant que la France mette sa main sur Mayotte, c'était un sac à lave, donc nord-ouest de Madagascar. Donc voilà les baradia malgaches, hein, donc ils partaient des côtes de Madagascar et puis en suivant le courant lors de la période hivernale, si je me souviens bien, ils remontaient vers l'Afrique, vers l'ouest, donc ils suivaient le courant. Et puis ils faisaient la razzia en humains et en marchandises, en produits, avant de retourner à Madagascar et de vendre les esclaves, notamment aux Réunionnais qui avaient besoin d'esclaves, ou alors aux autres esclaves, aux autres acheteurs d'esclaves de la région, que ce soit des Arabes ou des... Là on a voilà, justement, Rumaliza dit l'exterminateur, un négrier africain. Voilà. Là on a un cas typique, voilà. La traite arabo-musulmane, née vers 1850 en Tanzanie, Mohamed bin Khalfan, Rumaliza l'exterminateur. Voilà. Et donc, gros esclavagiste. Voilà. Donc, voilà, l'alliance. Hein. C'était pas un problème de couleur, hein, on le voit, c'était quand même un problème de classe sociale. Hein. Il y avait des Noirs qui ont bien gagné leur fric et fait des affaires en vendant d'autres Noirs. Hein. Alors voilà, alors ça c'est la longue marche des esclaves vers la ville côtière de Tété, voilà, Mozambique. Donc les gens étaient enlevés ou vendus dans les terres et puis ils allaient sur les côtes et après ils prenaient le bateau. Voilà. Un boutre négrier transporte une cargaison de captifs, donc toujours Ghost. Voilà, un tableau du peintre mahorais qui a réalisé l'illustration du bouquin. Un négrier arabe sur le point d'être pris se débarrasse de sa cargaison. Ouais. Voilà, alors ça c'est gravure qui date de 1890. Alors là, j'ai pas l'auteur. Voilà, donc c'était des mœurs assez brutales. Hein.
Voilà. Les êtres humains étaient des marchandises. D'ailleurs, on retrouve ça apparemment dans les kwassa-kwassa, quand il y a des policiers des gendarmes ou des policiers en approche des kwassa-kwassa qui abordent vers Mayotte. Et il paraît que c'est fréquent que s'il y a un bébé qui pleure, il soit balancé à la mer. Voilà, là, des négriers marchands des esclaves sur un marché. Toujours le Ghost, le peintre. Voilà, on voit derrière des hommes enchaînés par le cou et des femmes assises par terre font l'objet de marchandage sur un marché aux esclaves dans le village de Tsingoni. Voilà, on reconnaît la mosquée derrière. Sous l'œil de marchands arabes reconnaissables à leur tenue ainsi que de négriers locaux. Voilà. Donc l'esclavage, paradoxalement, enfin, pour Mayotte, l'esclavage, c'est la France qui l'a aboli et la France n'a pas pratiqué l'esclavage. Enfin, on trouvera sûrement des cas particuliers, mais globalement, la France, en arrivant à Mayotte, a rapidement fait abolir l'esclavage, contre l'intérêt d'ailleurs des puissances locales, des notables locaux. Bakar Kous, le fameux insurgé de 1856, était un ancien propriétaire d'esclaves déclassé en fait, qui avait perdu son statut social avec l'arrivée de la France. Voilà, une scène de vie quotidienne dans une habitation. Des esclaves s'adonnent à leurs activités quotidiennes. On distingue ici des femmes revenant de la rivière. Leur calebasse d'eau sur la tête et des hommes qui s'activent autour d'une forge sous la surveillance d'un maître arabe et de contremaîtres locaux. Alors quand on dit un maître arabe, ça pouvait être des gens qui avaient des origines arabes mais qui étaient dans les familles, étaient là depuis des siècles. À Mayotte, Anjouan, Comores, Grande Comore, Moélie, Dar es Salaam, Zanzibar, Kilwa. C'était des gens qui vivaient sur place, qui étaient arabes, qui avaient des origines arabes, mais qui n'avaient jamais vécu, ou dont les ancêtres lointains n'avaient jamais vécu dans la péninsule arabe. Mais effectivement, encore aujourd'hui, il y a la distinction entre au niveau de la couleur de peau qui se fait chez les gens du coin, à Mayotte ou dans dans la région, quoi. Suivant la couleur de sa peau, on peut être classé comme étant descendant d'un arabe, voire du prophète. Alors voilà, couple d'esclaves originaires d'Afrique. Les scarifications ou marques sur le front de ce couple d'esclaves, voilà, je ne sais pas si vous voyez, renvoient à leurs origines ethniques. Les scarifications ou marques sur le front. Malgré leurs conditions serviles, les esclaves ont su construire une vie intime. Voilà, c'est peut-être une différence qu'il y a pu y avoir quand même. Peut-être un esclavage un peu moins violent que ce qui a pu se faire en Atlantique. Bon, ça sous toute réserve, je ne suis pas spécialiste. L'esclavage agropastoral, une photo prise entre 1890 et 1896. Dans le cadre de l'agropastoralisme, certains esclaves sont amenés à garder le bétail de leur maître, comme Welia, gardien de bœufs en Grande Comore. Voilà, ne pas confondre l'histoire de Mayotte et celle des autres îles de l'archipel des Comores. Puisque dans les autres îles, le système quand même arabe a été maintenu beaucoup plus tard, 50 ans plus tard qu'à Mayotte en gros. Le système, on va dire, indo-océanique avec forte empreinte de la civilisation arabo-musulmane. Et donc, effectivement, on a même pu retrouver encore des esclaves, même y compris quasiment au XXe siècle, des gens qui étaient esclaves, même sous le protectorat français après. Mais à Mayotte, non pas pour dire que les gens étaient, les salariés ou les travailleurs avaient des conditions de vie fantastiques, mais ils étaient plus esclaves. Voilà, l'esclavage artisanal en Grande Comore, pareil, fin du XIXe siècle. Voilà. Tissage. Menuiserie, forge, poterie, maroquinerie. Des déplacements en chaise à porteurs. Moyen de déplacement des sultans et de la noblesse. Une chaise à porteurs devient une corvée durant la période coloniale pour les tournées des administrateurs, chefs de district ou encore chefs de canton. Son usage fut aboli en 1945.
Le fitako, trenga. Voilà. Un moyen de transport utilisé par les nobles et les riches pour leurs déplacements. Voilà, le personnel colonial y a eu aussi recours dans le cadre des corvées. Oui, parce que dans la période coloniale, les indigènes doivent un certain nombre de jours de travail gratuit à l'administration. Voilà, bon, ça effectivement, ça laisse des gros stigmates dans la population et au niveau des rapports sociaux, notamment des rapports entre les blancs et les noirs. C'est sûr que c'est pas fait pour apaiser les choses. Voilà, alors là, tableau historique qui représente donc la proclamation de l'abolition de l'esclavage, place de France à Dzaoudzi. Le commandant Passot, donc je ne sais pas si c'est fidèle à la réalité au niveau du physique, le commandant Passot déclame l'ordonnance royale abolissant l'esclavage à Mayotte, prise par le roi Louis-Philippe. Cette ordonnance a non seulement pour objectif d'émanciper les esclaves, mais surtout de libérer la main-d'œuvre pour aller travailler dans les concessions, comme le stipule l'une de ses clauses. Voilà, donc là on a affaire peut-être au sultan André Ansouli avec ses lieutenants, ses amis, ses camarades, les notables de la région. Donc on voit que quand même les rapports de classe étaient déjà très structurants. C'était pas, contrairement à ce que peuvent penser sûrement beaucoup d'Européens, la région n'était pas sous communisme primitif à l'arrivée de la France. C'était déjà des sociétés de classe avec des esclaves, des notables, depuis des siècles, si ce n'est des millénaires. Alors c'était peut-être pas des rapports sociaux très violents et hiérarchisés, et peut-être qu'il y avait une certaine douceur, d'après des romans que j'ai lus. Je ne sais pas si c'est fidèle à ce que l'histoire peut avoir révélé, mais malgré tout, il y avait des classes sociales et il y avait des exploitants et il y a eu des révoltes. Un esclave marron fait le guet depuis les hauteurs d'un village. Voilà. Donc là, ça veut dire que c'est avant l'abolition. Donc ça veut dire qu'il a fui des maîtres autochtones. Voilà. Un esclave est châtié sur une place publique. Un esclave est publiquement fouetté, pendant que d'autres, entravés et assis par terre, attendent de subir le même sort. Plusieurs esclaves et des maîtres arabes assistent à la scène. Le châtiment public fait partie des méthodes dissuasives employées par les esclavagistes pour donner l'exemple à tous ceux qui tentent de désobéir à leur maître. Je ne sais pas pourquoi les auteurs ont précisé à chaque fois des maîtres arabes, puisque bon, effectivement ils sont arabes, mais ils ont des origines arabes. C'est comme si nous on disait quand il y a un délinquant en France qui effectivement a un nom arabe, on dit c'est un arabe. Non, c'est un français. S'il est né en France, bon, ses parents, ça fait 3 générations que sa famille est en France, c'est un français, quoi. C'est pas forcément un arabe. Exécution publique de Bakar Kous, place de France à Dzaoudzi. Ancien esclavagiste en disgrâce, Bakar Kous a su récupérer et structurer la colère légitime des engagés au cours de la révolte de 1856. Par mesure de rétorsion, il est pendu par des soldats devant des notables locaux et des travailleurs. On remarque dans le petit texte que j'ai lu là l'audace des rédacteurs, la colère légitime des engagés. Voilà, c'est attention. On sentirait presque un vent de révolte contre la mère patrie. Voilà. Théoriquement, les engagés sont liés aux concessionnaires appelés engagistes par un contrat d'engagement et de travail. Mais en réalité, leurs employeurs leur imposent un système d'asservissement et de travail forcé qui n'a rien à envier à l'esclavage. Les bruits des chaînes, les claquements du fouet et les cris de douleur des engagés suppliciés résonnent d'une plantation à l'autre. À cela, il convient d'ajouter les odieuses conditions de travail, les humiliations quotidiennes, les salaires impayés, la disette et la mauvaise nourriture. Voilà. En 1866 à Dzoumogné ou encore en 1876 à Soulou, les travailleurs sans voix, 300 et 200 personnes, ont pris encore le chemin de l'insurrection. Mais bon, 1856 reste la plus grosse révolte.
Bon voilà. Rapport. Donc Mayotte, 1841, première île passée à la France dans l'archipel des Comores, et les 3 autres îles des Comores passeront à la France sous protectorat bien plus tard, 1880-90, pas avant. Une journée de dur labeur